Merci d'être avec nous, merci de participer. 0826 300 300, ce n'est pas compliqué. Nous allons ouvrir un nouveau débat. Vous savez que tous les matins, entre 11h et midi, nous essayons d'aller un peu plus loin sur les grands sujets d'actualité. Et là, nous allons revenir sur ce qui s'est passé à Saint-Brévin-les-Pins, en élargissant le débat. Saint-Brévin-les-Pins, 14 000 habitants en Loire-Atlantique. Le maire, Yannick Morez, a décidé de démissionner. Mardi 9 mai, il a écrit au préfet de Loire-Atlantique l'informant de son souhait de démissionner de son mandat de maire de Saint-Brévin-les-Pins. Je lis un extrait de sa lettre. « J'ai pris cette décision pour des raisons personnelles, notamment suite à l'incendie criminel perpétré à mon domicile et au manque de soutien de l'État, et après une longue réflexion menée avec ma famille. J'ai toute confiance en mon équipe, une équipe compétente, unie, qui met toute sa force, toute son honnêteté, toute son envie à honorer ses engagements et qui continuera à agir au service de notre ville et de ses habitants. » Que se passe-t-il? Que s'est-il passé à Saint-Brévin-les-Pins? On en avait parlé, évidemment. La maison du maire a été incendiée, ainsi que ses voitures personnelles. Il a été menacé. Pourquoi? Parce que il avait le projet de déplacer le centre d'accueil de demandeurs d'asile près d'une école élémentaire de Saint-Brévin. Il faut savoir que ce centre d'accueil est ouvert à Saint-Brévin depuis 2016. Il faut le savoir, nous sommes en 2023, donc ça fait 7 ans et qu'il y a des réfugiés à Saint-Brévin. Que s'est-il passé? Bien, le maire a voulu déplacer le centre de réfugiés près d'une école et là, tout à coup, avalanche d'insultes, de menaces, et certains sont passés à l'acte. Et il y a eu des manifestations d'extrême droite, notamment du Rassemblement national, mais plus encore de militants de Reconquête, le parti d'Éric Zemmour, et qui ont manifesté contre la présence de ces réfugiés à Saint-Brévin-les-Pins. Et c'est la raison pour laquelle, au-delà de cette violence exprimée à l'égard d'un élu, au-delà de cela, je voulais ouvrir le débat sur la présence des réfugiés dans les communes françaises, la présence de réfugiés. Et je pose la question, accepteriez-vous l'installation d'un centre pour réfugiés dans votre commune? Je la pose volontairement pour ouvrir le débat, parce qu'on doit parler de cela. Il y a des communes qui accueillent des réfugiés, où ça se passe merveilleusement bien. Enfin, merveilleuse, j'oublie le mot merveilleusement, où ça se passe bien, et il y a d'autres communes où ça se passe mal. Mais c'est la vie. C'est comme ça, c'est la vie. 11h06, pour parler de cela, nous avons plusieurs invités avec nous. Je suis très heureux de vous recevoir. Je vais commencer avec Philippe Fontana, par ordre alphabétique. Non, par ordre alphabétique, Pascal Brice, pardon. Président de la Fédération nationale des acteurs de la solidarité et ancien directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Philippe Fontana, vous êtes avocat au barreau de Paris. Vous êtes auteur de La vérité sur le droit d'asile aux éditions de l'Observatoire. Et d'ailleurs, dans la deuxième partie de ce débat, je parlerai du droit d'asile. Faut-il réformer le droit d'asile? C'est une grande question. On attend le projet de loi immigration du gouvernement. Peut-être avant l'été, bon, on ne sait pas trop. Personne ne sait trop, nous verrons bien. Mais dans tous les cas, il y aura sur le tapis, sur la table, une éventuelle réforme du droit d'asile. Avec nous également Olivier Servat, qui est député Lyotte de Guadeloupe. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et puis en ligne, Guy Geoffroy, qui est avec nous, maire de Comble-la-Ville, dans le 77, vice-président de l'Association des maires de France. Guy Geoffroy, bonjour. Bonjour. Vous avez été vous-même, en tant qu'élu. D'abord, est-ce qu'à Comble-la-Ville, vous avez un centre pour réfugiés? Non. Moi, je n'ai pas de centre pour réfugiés, mais j'ai eu l'exemple sur ma commune d'un établissement des équipements qui aurait pu être considéré comme sensible, à savoir un centre éducatif fermé, dont j'ai souhaité, et j'ai été le premier en France, en 2002, la création, estimant que à partir du moment où ces établissements étaient décidés... Oh là là, Guy Geoffroy, on a un petit problème de téléphone. Allez-y, oui. allez-y. Non, oui. non, ça remarche bien, vous savez. C'est la magie du direct.
Oui, oui. Non, je Geoffroy. disais que je n'ai pas d'établissement pour réfugiés, mais que j'avais eu à connaître, à mon initiative d'ailleurs, l'implantation d'un centre éducatif fermé il y a une vingtaine d'années, un établissement par définition sensible également dans l'opinion, et pour lequel la démarche que nous avions engagée en partenariat très ouvert avec nos concitoyens avait conduit à une implantation tout à fait paisible et qui aujourd'hui marque une intégration totalement paisible dans le territoire de la commune. Bon. Évidemment, à l'Association des maires de France, dans l'association, vous avez des maires qui sont à la tête de communes qui accueillent des réfugiés. Et ça se passe comment dans l'ensemble ? Bien. Alors, on a un problème avec le téléphone de Guy Geoffroy. Vous savez ce qu'on va faire ? On va revenir. Comment réagissez-vous à la démission de Yannick Morez, le maire de Saint-Brévin-les-Pins, Pascal Brice ? Avec consternation et gravité. Pas seulement parce que je suis nantais et que donc je connais bien cette ville de Saint-Brévin et que d'abord comme directeur de l'Office de protection des réfugiés et puis comme président de la Fédération des acteurs de la solidarité, j'accompagne les habitants, les élus dans cette petite ville de Loire-Atlantique depuis une dizaine d'années maintenant. Mais je le faisais encore il y a quelques jours à Moulins, avec des élus de villages, de petites villes, de l'Allier, du Cher. Et partout, je vois la même chose. Et notamment à Saint-Brévin. Je voudrais qu'on s'arrête un instant sur la personnalité de ce maire. C'est pas un gauchiste, hein. C'est pas un homme politique au sens honorable ni classique du terme. C'est un médecin généraliste. Oui. Qui s'est engagé comme le député l'a fait très tôt aux abîmes à la Guadeloupe pour ses concitoyens. Et c'est quelqu'un qui a mis en place il y a une dizaine d'années, j'étais présent à ce moment-là, un premier lieu d'accueil, vous l'avez rappelé. Et j'ai le souvenir en 2016, j'ai le souvenir précis de ce qui s'est passé à ce moment-là, qui est des interrogations de la part des habitants. Et c'est normal. Moi, je ne fais de leçon de morale à personne. Non. Je pense qu'au vu de ce que les gens voient, se disent, je dis, oh là là, mais des gens qui débarquent comme ça, c'est quoi ? Bon, mais ça c'est normal, ça. Et il y a eu un travail qui a été fait, sérieux, rigoureux, de la part des élus, de la part de l'État, de la part des associations que je représente ici, et les choses se sont très bien passées comme partout où elles se passent. Partout, je peux vous citer, je suis allé partout dans ce pays. Et c'est toujours comme cela que ça se passe. Et là, vous avez quoi ? Vous avez une situation où vous avez des gens qui portent la haine et qui font le barnum de la haine. Parce que moi, je les vois aller un peu partout. Ils sont toujours 150, 180. Ils viennent faire des manifs. Et ils viennent susciter des comportements. Vous savez qu'à Saint-Brévin, une maman me disait qu'elle a reçu un mail disant si jamais un enfant est tué par un étranger dans notre ville, ce sera à cause de vous. Donc moi, je dis qu'il y a dans ce pays ces élus. Encore une fois, ce ne sont pas des gens, des idéologues, qui sont là pour tranquillement, parce que partout ça se passe bien, mais quand les conditions sont là, lorsque les élus sont accompagnés, d'abord pour préparer, pour discuter avec la population, pour organiser les choses, et puis lorsqu'ils sont menacés, intimidés, comme lorsque ça a été le cas avec ce cocktail Molotov contre la maison de ce maire et de sa famille. Je pense que chacune et chacun dans ce pays doit comprendre ce que c'est. Et toutes et tous vous disent la même chose. Ces élus qui sont livrés à eux-mêmes, qui sont avec leur famille et des gens viennent hurler sous leur volet. Partout, ces maires me racontent ça. Et donc, dès lors que les gens sont accompagnés par l'État, que les associations sont là, les choses se font tranquillement et dans la sérénité. Et donc, je considère que là, nous sommes à un moment, il faut que chacune et chacun prenne la mesure de ce que donnent des instrumentalisations, d'inquiétudes qui existent, qu'il faut affronter, qu'il faut prendre en compte, mais je voudrais qu'on soit à la hauteur du message que nous donne le maire de Saint-Brévin. Alors, réaction, Philippe Fontana, vous êtes avocat au barreau de Paris, je le rappelle, auteur de La vérité sur le droit d'asile aux éditions de l'Observatoire. En plus, ensuite, je demanderai à Olivier Servat sa réaction. Bon, écoutez, Pascal Brice aurait beaucoup de mal aujourd'hui à donner des leçons de morale, puisque c'est l'un des responsables de la situation à Saint-Brévin. Je m'explique. Lorsque vous étiez directeur de l'OFPRA, M. Brice,
de 2012 au début 2019, puisque votre mandat a été un peu prorogé. En 2015, vous êtes allé chercher des Afghans, des Érythréens, des Syriens, dans le Pas-de-Calais, ceux qui voulaient se rendre en Angleterre. Et vous les avez incités à demander l'asile en France. En 2016, le CADA de Saint-Brévin a ouvert. Donc vous avez, par votre politique... Centre d'accueil. Centre d'accueil des demandeurs d'asile. C'est-à-dire, c'est un centre uniquement réservé aux demandeurs d'asile et non pas aux réfugiés. On fera un peu, un peu didactique. Oui, c'est tout à fait. Donc c'est votre politique militante, volontariste et idéologue qui, pour moi, est l'une des responsables de cette situation aujourd'hui. Quand vous parlez des groupes d'extrême droite, évidemment qu'ils existent. Mais vous ne rappelez pas, Monsieur Brice, votre présence lors de manifestations en février, accompagné de vos amis, le député Carême, qui veut abolir les frontières, et d'un certain nombre d'acteurs de ces associations militantes qui bénéficient des CADA. Moi, je vais vous donner quelques chiffres. On y reviendra après si vous voulez. Vite, parce que je voudrais ensuite... Pascal Brice va répondre. En 99, Olivier Servat. Il y avait 63 CADA. En 2020, il y en a 360. Voilà. Oui. Donc, il faut revenir sur l'explosion du droit d'asile aujourd'hui. Ah, mais je ne dis pas que c'est une raison. C'est pas une raison pour incendier la mairie. Pour incendier l'habitation du maire et le stationnement. Le médecin généraliste à Saint-Brévin, c'est un idéologue. Monsieur Bourdin, je vous rassure. Monsieur Fontana, ce maire de Saint-Brévin, c'est un idéologue. On est là pour pointer la responsabilité. Il y a personne ne dit que c'est un acte qui est excusable. Bien au contraire. Déjà en 2019, le Sénat avait pointé les plus de 300 agressions physiques contre des maires. Mais il faut quand même replacer la responsabilité politique. Monsieur Brice, quand il était directeur de l'OFPRA, s'est comporté comme un militant politique socialiste qu'il est toujours. Et depuis toujours, bien sûr, monsieur. Et non pas comme un défenseur de la politique Pascal migratoire de Brice l'État. et ensuite Olivier Servat. Oui, parce que Monsieur Fontana, il faut vous remettre vos fiches d'actualité. Je ne suis pas membre d'un parti politique. J'ai eu des engagements. Je suis élu non inscrit. Vous pourrez regarder. Vous étiez le conseiller de Monsieur François Hollande. Et je suis heureux d'avoir été engagé depuis toujours. Oui, tout à fait. Vous voyez, vous remettez, c'est votre droit, de la politique politicienne et de l'idéologie là où on parle de la vraie vie. Vous ne voulez pas parler de ce médecin généraliste qui n'est pas ce que vous voulez me faire passer, par exemple, au moi-même, si je l'étais. Vous avez là un médecin généraliste qui fait ce que chacune et chacun d'entre nous fait tranquillement dans ce pays lorsqu'on ne met pas des chiffons rouges comme vous le faites. Vous savez, oui, je suis fier de ce que j'ai fait. Je suis fier de l'avoir fait avec les habitants de Saint-Brévin. Je suis fier, effectivement, à un moment donné, lorsque des hommes et des femmes, des enfants, étaient à Calais, dans les pires conditions, pour elles et pour eux, pour les Calaisiens, d'avoir fait ce qui est dans ce qu'est notre vie aux uns et aux autres, c'est-à-dire de dire à ces personnes, vous savez que les Anglais ne veulent pas vous laisser passer, eh bien ce pays est à la hauteur de ce qu'il est. Il va vous accueillir, mais pas vous accueillir n'importe comment, pas parce qu'il voudrait accueillir la terre entière. Je ne suis pas celui que vous croyez, que vous voulez faire donner à voir, Monsieur Fontana. Je suis quelqu'un qui est avec ces maires de l'Allier, ces maires du Cher, ces maires de Loire-Atlantique, et qui font avancer la vie en commun, parce que ça ne pose aucun problème d'accueillir des étrangers. C'est en quoi est-ce que le fait d'avoir un peu plus de CADA pose un problème? Ce qui vous pose problème, Monsieur Fontana, semble-t-il, c'est bien qu'il y ait des étrangers en France. Ça a l'air de vous poser un problème. Et vous en faites une affaire politique et idéologique comme beaucoup de gens de tous bords dans ce pays, à l'extrême gauche comme à l'extrême droite. Bien. Alors, la réponse... Attendez. On va pas faire de cette émission un conflit entre vous deux. Non, mais moi, vous voyez bien que Olivier Fontana Servat, me met en cause. mais je suis bien d'accord. Et moi, je suis au contraire... Je suis avec un médecin généraliste de Saint-Brévin. Bon. Alors, moi, ce que j'aime, c'est qu'on est au cœur du débat.
c'est la présence des réfugiés dans certaines communes qui posent problème ou parfois qui ne posent aucun problème, encore une fois. Olivier Servat, juste après la pub, je suis obligé de... Mais c'est Olivier Servat qui aura la parole tout de suite après la pub. 11h21, allez, le débat est bien lancé après ce qui s'est passé et ce qui se passe à Saint-Brévin. Olivier Servat, vous avez entendu deux débatteurs. Que vouliez-vous dire? Je rappelle que vous êtes député Lyotte de Guadeloupe. Eh bien, ce qu'on veut dire, c'est que c'est une situation triste. Ce maire qui doit démissionner, il a subi des pressions depuis plusieurs mois. L'État français a eu connaissance de cela. Alors, vous avez parlé de courrier du président de la République. Le président de la République lui a écrit le 3 avril. Oui, mais... On ne savait pas que c'était le 3 avril. Oui, mais vous avez lu le courrier? À aucun moment il ne dénonce les violences, les menaces, les intimidations. À aucun moment il ne parle. Il aurait dû le faire. Oui. Il aurait dû le faire. Oui, à mon avis, oui, il aurait dû parler de ces militants d'extrême droite. Et je crains que parfois nos responsables politiques nationaux soient un peu à la botte, lèchent les bottes des thèses du Rassemblement national et de l'extrême. C'est grave ce que vous dites. Vous dites qu'il y a une complicité entre le pouvoir en place aujourd'hui et les militants d'extrême droite. Je dis. Et l'extrême droite en France. Je dis qu'à un moment donné, il faut prendre des positions très claires. Et quand on n'est pas en mesure de condamner très clairement, très fermement des positions extrémistes qui aboutissent au feu, à ce qu'un homme, un élu de la République, donc la République, puisse être incendié, qu'il y ait des femmes, des enfants qui soient menacés, c'est inacceptable. Et donc, moi je considère qu'à un moment donné, la République et au plus haut niveau de l'État doit s'exprimer très clairement en condamnant, premièrement, ces actions. Et surtout en pointant du doigt qui sont les responsables. Ah ben justement, on ne sait pas. Qui a mis le feu? Si, on sait qui a... On sait qui est venu manifester et qui a attisé le feu. Et donc, on doit condamner cela. Et donc, je dis très clairement qu'il y a un paquet de lois qui protègent les élus de la République. Je constate qu'en 2020, il y a 200% plus d'actes contre les élus de la République. C'est grave. Chez moi, en Guadeloupe, la semaine dernière, un maire a fini dans le lagon de sa marina parce qu'il a demandé à quelques riverains de faire moins de bruit au sortir de la marina. On ne peut pas accepter ça. Et dès qu'il y a, à un moment donné, des positions extrémistes, et on doit les qualifier, les regarder en face, qui conduisent à des actes violents, on doit très clairement les condamner. Et je crains qu'aujourd'hui, ce maire n'ait pas été assez protégé quand il aurait fallu le faire, et que cette démission met devant sa responsabilité les gouvernants, le ministre de l'Intérieur, la Première ministre, le président de la République qui écrit un courrier vide, qui ne parle pas de l'essentiel. Bien, eh bien, nous allons avoir la réponse de Yannick Horry, puisque c'est le député Renaissance de la circonscription de Saint-Brévin-les-Pins. Yannick Horry, bonjour. Yannick Horry? Allô? Allô? Décidément, on a des problèmes avec les téléphones aujourd'hui. Hein. Il y a des journées comme ça où rien ne marche. Je ne sais pas pourquoi. Yannick Horry, vous êtes là? Bien, il va être là. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Olivier Servat? Philippe Fontana? Je crois que le président de la République, c'est très facile de lui imputer un manque de protection aux élus. Je vous l'ai dit, depuis 2019, depuis que le Sénat s'est penché là-dessus avec un rapport de Philippe Bas, on sait que les élus sont de plus en plus menacés alors qu'ils devraient être sanctuarisés. Hein, c'est le président Chirac qui avait très bien décrit le maire comme l'élu qui est le plus proche de nos concitoyens. Mais pour moi, il faut remonter à la politique de l'asile et non pas se cantonner à un fait divers malheureux pour ce maire, inacceptable, mais on ne peut pas seulement limiter les conséquences de l'asile à ceux dont le maire a été victime. Là, ce que je constate, c'est que les Français ne sont pas d'accord avec la politique de l'asile qui a été menée. Bien, alors là, vous allez être d'accord ? Non, avec ce que vient de dire. Mais non, parce qu'on voit bien que le problème dans ce type de situation-là, c'est que on introduit de la politique politicienne. On nous dit oui, alors mais moi je voudrais qu'on reste sur la vraie vie. Le député a raison de dire que là, ce maire, qui encore une fois n'est pas un idéologue, n'a pas été soutenu. Vous avez là des situations encore une fois partout.
L'accueil des étrangers, ça se passe très bien quand c'est organisé et maîtrisé. Quand c'est organisé et maîtrisé. Alors, je voudrais donner un exemple. Donc, tiens, je vous interromps. Je voudrais donner un exemple d'une commune où ça s'est bien passé. Cette commune s'appelle Château-Double, dans le Var. 470 habitants à Château-Double. Juillet 2018, ouverture d'un centre d'accueil et d'orientation pour les réfugiés. 72 réfugiés en 2018. Marine Le Pen était venue. Marine Le Pen, Reconquête aussi, était venue quelques jours avant l'arrivée des réfugiés pour protester. Et oui. Mais ça s'est bien passé apparemment dans cette commune. Aujourd'hui, il y a encore 38 réfugiés. Le centre va fermer comme c'était prévu parce que c'était un centre pour une certaine durée. Tout s'est bien passé. Il y a même des habitants qui ont témoigné en disant on regrette que ces réfugiés partent. Donc dans certaines communes, ça se passe bien. Mais parfois, et l'autre fois, nous avions le témoignage d'un maire d'une commune, je crois que c'était dans l'Ain, où dans un château doit s'ouvrir un centre d'accueil aussi, et où là, la population ne veut pas. Si la population ne veut pas, Pascal Brice, que fait-on ? Si la population, alors on organise quoi? Un référendum dans la commune ou quoi? Que fait-on? La démocratie est la démocratie, et la démocratie a des règles, c'est-à-dire que le peuple est souverain et le peuple élit notamment. Vous voyez, par exemple, à Saint-Brévin, quand le conseil municipal, quelques jours avant la précédente manifestation d'un groupuscule, unanimement, de droite à gauche, a redit qu'il voulait accueillir. Donc, si vous voulez, là, on est dans des situations, encore une fois, en réalité, il se passe à peu près toujours la même chose. Un peu partout en France où je suis allé, il se passe la même chose. Encore une fois, au début, on a le plus souvent, il y a des gens qui sont très enthousiastes à accueillir, parce qu'ils sont dans cet engagement, c'est très respectable. Ils sont souvent dans nos associations. Vous avez une partie de la population qui n'en a pas envie, qui s'inquiète, et encore une fois, qui refuse. Il est rare que les gens par principe refusent. Mais il y a parfois, effectivement, à côté... Des inquiétudes, des angoisses. Des inquiétudes, des angoisses, des peurs. Et c'est à l'image de la société française. Et lorsque les choses se passent correctement et normalement, c'est-à-dire que les élus sont dans la discussion, ils sont élus, ils ont la légitimité démocratique. À la fin, c'est le conseil municipal qui décide. Ils font des réunions publiques. Les associations sont là, l'État soutient. Tout ça se passe si bien que lorsque, comme à Château-Double, au bout d'un moment, le centre doit fermer, les personnes qui étaient parmi les plus réticentes demandent à ce que le centre reste. Pourquoi ? Parce que ces centres, ça apporte quoi ? Ça apporte des enfants qui vont dans des écoles qui sinon vont fermer. Ça apporte des gens qui vont pouvoir travailler là où on a de plus en plus de mal à recruter du monde. Et pourquoi ? Parce qu'il n'y a jamais le moindre problème de sécurité autour. Jamais vous n'en trouverez pas un seul. Les seuls problèmes qui sont posés sont celles et ceux qui viennent de l'extérieur de ces villes et de ces villages et qui viennent semer la perturbation. Ce qui n'enlève rien au fait qu'il y a dans ce pays des préoccupations, des inquiétudes, voire des peurs à l'égard de l'immigration qui sont réelles, qu'il faut prendre en compte. C'est pourquoi l'accueil doit être organisé et maîtrisé, pas n'importe quoi, pas Calais et la jungle de Calais où apparemment, d'après M. Fontana, il fallait surtout laisser les gens à l'abandon. Dans ces cas-là, tout ça se passe très bien, mais il faut simplement que l'État, notamment... Alors, je voudrais donner un chiffre, parce que ça va nous conduire doucement, mais sûrement vers l'accueil des réfugiés, et notamment le droit d'asile. 156 103 demandes d'asile déposées en 2022. C'est un chiffre que je voulais donner, qui est un chiffre du ministère de l'Intérieur. Nous allons observer une nouvelle pause, et Yannick Horry sera là, cette fois. Ça va marcher, c'est promis ? Bon, alors à tout de suite. Les responsabilités... Alors, bon, il y a la situation du maire, situation personnelle, il a pris sa décision, il démissionne, il y a eu des manifestations contre la présence de ces réfugiés dans la commune de Saint-Brévin-les-Pins. Yannick Horry, vous êtes là ? Bonjour, je suis là, je suis avec vous. Bon, merci. Député Renaissance de Loire-Atlantique, la circonscription de Saint-Brévin-les-Pins. Yannick Horry, quelles sont responsabilités de l'État, responsabilités politique de l'extrême gauche comme de l'extrême droite, Yannick Horry? La responsabilité, votre question, c'est qui est responsable de quoi? Non mais oui, qui est responsable de quoi? Oui, évidemment. D'abord, il y a des actes absolument intolérables, inacceptables
comme peuvent l'être des menaces, des intimidations, des violences et plus, s'en prendre aux personnes ou aux biens d'élus, bon, c'est absolument inacceptable. Quelle que soit la raison, quelle que soit la cause. Oui. Je pense que la démocratie, c'est avant tout le débat. Ce sont des espaces où on doit échanger, des recours qui sont possibles, mais absolument pas le recours à la violence, qui a tendance à se banaliser, puisqu'on a des comportements des personnes de plus en plus désinhibées. Et ça, c'est absolument inacceptable, intolérable. Déjà, aux dernières élections, on voyait il y avait de moins en moins finalement de personnes qui voulaient s'engager dans la vie municipale, dans la vie locale, s'engager politiquement. Et je pense que si on ne permet pas aux élus d'exercer leur mandat en toute sérénité, en toute sécurité, ça ne fera qu'amplifier ce désengagement des personnes. Mais Yannick Ory, oui. Très bien, mais il y a un débat aujourd'hui, c'est pas le nôtre, sur la responsabilité de l'État. Enfin, on l'a abordé évidemment, mais la responsabilité de l'État, le maire qui dit quand même dans sa lettre qu'il n'a pas été suffisamment soutenu par l'État. Il le dit, Yannick Ory. Est-ce que il y a une exploitation politique de tous les côtés de ce qui s'est passé, selon vous? Est-ce qu'il y a une responsabilité politique dans cette affaire? Alors, ce qui, pour avoir vécu en 2016, lorsqu'il y a eu le démantèlement de Calais, la sous-préfète de mon arrondissement m'a annoncé que des personnes venant de Calais allaient arriver. Et évidemment, c'est une décision qui est annoncée, où on a absolument besoin de l'État à ses côtés, de ne pas se sentir tout seul devant cette situation. Et je me souviens à l'époque, j'ai d'emblée sollicité donc le sous-préfet, sollicité le préfet de façon à pouvoir recevoir ces personnes dans les meilleures conditions possibles, que chacun contribue, si vous voulez, à accueillir. Moi, ça me paraît nécessaire, normal, indispensable, mais ces accueils doivent se faire dans les meilleures conditions possibles. Oui, mais comment se fait-il que le président de la République, par exemple, dans sa lettre, ne fasse jamais allusion aux manifestations d'extrême droite qui ont eu lieu avant les incidents graves dont on parle? Yannick Ory. Oui, attendez, j'ai mal entendu votre question. Ma question, elle est claire. Comment se fait-il que dans sa lettre, comme dans la lettre que le président de la République adresse à Yannick Morez, le président de la République ne fasse jamais allusion aux manifestations d'extrême droite, je dis bien d'extrême droite, qui ont eu lieu avant l'incident grave dont a été victime le maire et sa famille? Écoutez, ça, moi, j'ai pas. Est-ce que vous pensez que l'État, est-ce que vous pensez, franchement, alors je posais une question encore plus directe, que le maire de Saint-Brévin a été lâché par l'État? Je ne pense pas que l'État... l'État doit accompagner les maires, doit les aider. Parce que leurs responsabilités ça, on est d'accord. Vraiment tous azimuts. Alors, bon... Moi, je sais ce que j'ai vécu lorsque j'étais maire, puisque j'étais le prédécesseur de Yannick Morez. Tous les éléments qu'il a vécu, la façon qu'il a ressenti, ça, moi, je n'ai pas tous ces éléments, mais je sais qu'en tous les cas, il est nécessaire. J'ai une dernière question, alors. Yannick Ory, j'ai une dernière question. Est-ce que si vous aviez été maire, vous auriez accueilli les réfugiés? Mais écoutez, je les ai accueillis. Quand ils sont arrivés, j'étais maire. Vous étiez maire, vous les avez accueillis, très bien. Donc donc en fait, et ça s'est très bien passé. Je veux dire que. Bon. Non, mais c'est important de le rappeler. Non, ça s'est bien passé. Je rappelle qu'au moment où quelques jours avant qu'ils n'arrivent, donc dans le bâtiment qui avait été mis à leur disposition par l'EDF, des personnes avaient tiré des coups de fusil sur le bâtiment. Des personnes avaient tiré des coups de fusil sur le bâtiment avant qu'ils n'arrivent.
Donc, avant que les réfugiés n'arrivent. Avant que les réfugiés n'arrivent, quelques jours avant qu'ils n'arrivent. Donc ça présageait, pardon de le dire, mais malheureusement ce qui allait survenir plus tard. Ça, c'était en 2016. Et après, il n'y a eu aucun événement. Il y a eu, ces personnes font partie de la vie de la commune, et il n'y a eu aucun événement particulier. Avant que soit envisagé ce déplacement à nouveau lieu d'hébergement. Merci Yannick Horry. Merci, oui. Je voulais rebondir sur ce qu'a dit Pascal Brice sur le respect des lois de la République auxquelles je suis très attaché moi-même. La principale responsabilité de l'État dans cette matière, c'est de tenir la frontière. Je rappelle que 60% des demandeurs d'asile sont déboutés. Et encore, tout a été fait pour leur obtenir une protection internationale en France. Je vais vous donner un chiffre. Quand M. Brice est arrivé à la tête de l'OFPRA, en 2011, seulement 10,9% des demandeurs d'asile obtenaient une protection de l'OFPRA. Quand il a quitté l'OFPRA, c'est 25%. Donc l'État doit tenir la frontière. L'État ne doit pas tout faire pour qu'on arrive à la situation de Saint-Brévin. Et puis, quand même, j'ai une pensée. Lorsque j'ai entendu tout ce que vous avez dit au cours de cette émission, j'ai une pensée quand même à la famille des 3 victimes à Angers, en 2021, qui ont été assassinés par un demandeur d'asile. Donc, tout n'est pas rose dans la demande d'asile, tout n'est pas noir dans la demande d'asile. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on arrête d'instrumentaliser les demandeurs d'asile au profit d'une idéologie, quelle qu'elle soit. Pascal Brice. Alors, il y a un point sur lequel je suis d'accord avec M. Fontana, c'est que mon combat, il est effectivement de condamner toutes les instrumentalisations. Simplement, M. Fontana est visiblement un spécialiste mondial de l'instrumentalisation. Vous voyez, ce petit discours qui vient, mais vous savez, il y a eu cet assassinat, etc. Non, moi, je vais vous dire une chose simple que l'on voit à Saint-Brévin. Mon problème dans cette affaire, pour venir sur la politique d'asile, parce que oui, là on en arrive à la politique d'asile. Votre souhait. Au fond, je crois qu'une des difficultés dans ce qui s'est passé à Saint-Brévin comme ailleurs, et que ressentent beaucoup d'élus, sous le contrôle du député, d'élus locaux, c'est une forme d'ambivalence de la part de l'État, parce que faut rappeler que c'est une politique d'État, qui n'assume rien dans cette affaire. Et dans cette affaire de politique migratoire. Moi, je redis que nous avons besoin dans ce pays d'une politique migratoire qui tienne la route. Une politique migratoire qui tienne la route, c'est quoi? C'est une politique migratoire organisée et maîtrisée, telle qu'on l'a mise en œuvre, par exemple, à Saint-Brévin. C'est une politique migratoire qui fait que quand on demande l'asile, on a droit à l'instruction de la demande d'asile, ça va vite et c'est oui ou c'est non. Qui, lorsqu'on demande un accès au travail et qu'on peut travailler... Oui, je termine avec le droit d'asile. Mais quand on est débouté, il faut qu'on soit reconduit dans son pays d'origine. Je vous le confirme. Et c'est toute la difficulté est là, d'ailleurs. Mais c'est pour ça que moi j'insiste sur le fait que nous avons besoin d'une politique migratoire qui sorte des instrumentalisations de tous ordres que vit ce pays et que le maire de Saint-Brévin vient de subir et que nous subissons tous avec lui, de manière à ce que nous ayons une politique qui permette de répondre aux exigences pour protéger des hommes, des femmes, des enfants qui sont maltraités, persécutés dans leur pays, et j'ajoute aussi qu'on réponde à tous les petits patrons de ce pays qui cherchent des salariés et qui n'y arrivent pas. Tranquillement. Ou qui emploient des réfugiés sans papier au noir. Et qui ne demandent qu'à être régularisés, je peux vous le dire. Et qui ne demandent qu'à être régularisés. Donc on est totalement dans le dévoiement du droit d'asile. Non, monsieur Fontana, on n'est pas dans le dévoiement du droit d'asile. On est dans une situation où toutes les autres voies de migration légale et organisée ont été fermées depuis 1974. Exactement. Et que du coup, donc nous sommes d'accord, la solution, du coup, qu'est-ce que font ? Les gens demandent l'asile, donc effectivement, en le dévoyant. Ça n'est pas un dévoiement, c'est une asphyxie. Oui, pour des raisons économiques. Il faut ouvrir la migration de travail de manière contrôlée. Olivier Servat. Concernant le droit d'asile, plus généralement, parce que vos auditeurs parfois seront un peu perdus, parlons d'immigration finalement, c'est de ce dont on parle là. C'est un débat où 80% des Français considèrent qu'on ne peut pas le tenir sereinement, parce qu'il est trop clivant. Alors, on le sent bien aujourd'hui. En réalité, tout n'est pas noir ou blanc dans l'immigration. Un peu d'histoire rapide, je veux dire. À l'issue de la Seconde Guerre mondiale,
Et jusqu'aux 30 Glorieuses, on a eu besoin d'une immigration pour pouvoir reconstruire le pays. C'était une immigration finalement d'hommes. Après, il y a eu une tension sur la croissance économique et ça a été plus une immigration finalement familiale qui aujourd'hui crée un certain nombre de tensions. Donc oui, on doit lutter contre l'immigration clandestine. Oui, très fermement, avec les moyens adéquats de l'État. Oui. Mais en même temps, lorsque, et vous y faisiez référence, les restaurateurs aujourd'hui vous disent « je n'ai pas de main-d'œuvre ». Je ne trouve personne pour y travailler. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais fermer. Lorsque dans le BTP, on vous dit « je vais fermer ». Lorsqu'aujourd'hui, même dans vos médias, vous disiez que la natalité française diminue. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? À un moment donné, on doit faire, oui, de l'immigration choisie, intelligente, en fonction des besoins du pays, la France. Est-ce qu'on peut se dire ça simplement, sans vouloir prendre des positions idéologiques? Alors là, ça me fait plaisir ce que vous dites. Malheureusement, ce débat est très vite dévoyé par des postures politiciennes. C'est ce que je dénonce, y compris peut-être ce matin. Parlons-en sereinement. Mais oui. Je veux dire, c'est pas parce qu'on dit qu'il faut lutter contre l'immigration clandestine que je deviens tout de suite un monstre. C'est pas parce que je dis qu'on a besoin d'immigration choisie en France que je deviens tout de suite un dévoyeur de la République française. Donc, parlons en face, regardons-nous avec honnêteté, entre Français, n'est-ce pas, et disons les choses telles qu'elles sont dans l'intérêt de la France, sans vouloir, stigmatiser des positions de l'un ou de l'autre. Moi, je souscris totalement à votre analyse, ainsi qu'à celle de Pascal Brice. L'asile n'a absolument rien à voir avec l'immigration. C'est quelque chose de sacré, l'asile. Ce que je me garderai bien de le dénoncer, mais je l'objective dans mon livre, c'est que ce droit d'asile est dévoyé. Sur le droit d'asile. Il est dévoyé. Vous avez 156 000 personnes qui ont demandé l'asile en France en 2022. Oui. Si on prend les chiffres, on va prendre un chiffre, 40% l'obtiennent. Oui. Qu'est-ce que vous faites des 60% quand on sait, monsieur le député, que seuls 6% des déboutés sont reconduites à la frontière? Donc j'appelle ça un dévoiement. Parler de l'immigration, évidemment. C'est sur votre antenne mardi qu'on rappelait les chiffres de l'immigration. 325 000 personnes sont entrées de manière régulière sur le territoire national. Exact. 156 000 personnes sont entrées pour demander l'asile, la plupart de manière irrégulière, que l'État tienne sa frontière. Or, monsieur Brice, encore une fois, désolé de vous prendre la partie, ça va devenir une habitude. Mais quand vous manifestez, vous êtes allé manifester dans cette ville. Donc, il n'y a pas, que l'extrême droite qui manifeste. Vous manifestez avec quelqu'un, monsieur Carême, qui est contre la frontière. Fontana, alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On abolit la frontière? Je vais vous dire ce que j'ai dit. Parce qu'effectivement, il y a eu un rassemblement pacifique 10 fois plus nombreux que les excités de l'après-midi. Et un rassemblement paisible. Et j'ai dit aux hommes et aux femmes qui étaient là que pour ma part, je considérais qu'il y a un point commun entre ces étrangers qui arrivent ici dans de bonnes conditions, en l'occurrence à Saint-Brévin, et les habitants de Saint-Brévin, comme dans tous les habitants des villes de ce pays. C'est l'aspiration à la tranquillité. Et je l'ai dit parce que moi, je ne suis pas dans une approche idéologique. Et je dis, ce qui importe, c'est la tranquillité. Et moi, je sais d'expérience, pour l'avoir vu partout, que quand les associations sont là, elles font leur boulot. Quand l'État est là, quand les élus sont là, tout se passe dans la tranquillité pour les uns et pour les autres. Je termine. Vous ne pouvez pas parler de tranquillité quand l'État est incapable de loger les demandeurs d'asile. Nous sommes d'accord. Bon, alors dans ces cas-là, encore une fois, monsieur Brice, on ne les laisse pas rentrer. Faisons comme le Danemark ou l'Hongrie. Je vais vous donner un chiffre, monsieur Bourdin. Peut-être que vos éditeurs vont être intéressés. En 2015, vous savez combien? Vous savez quoi? Aucun. Aucun. Vous me stigmatisez, c'est de la moraline. Monsieur Brice, c'est de la moraline. Non, c'est pas de la morale. Mais attends, je vais parler de chiffres. Monsieur Brice, j'ai écrit un livre, je n'ai pas fait un livre politique, contrairement à vous. Je vais vous donner un chiffre. Regardez, monsieur Bourdin. Oui. En 2015, il y a 175 000 demandeurs d'asile qui arrivent en Hongrie, en 2015. Vous savez combien sont arrivés en Hongrie en 2020? 90. Pourquoi? Parce que la Hongrie, qui est membre de l'Union européenne, tient sa frontière. Les Grecs tiennent leur frontière. Les Danois tiennent leur frontière. La Hongrie est le pays d'Europe, où l'immigration choisie est la plus importante en proportion de sa population. Je voudrais quand même le préciser. Donc il y a une immigration très forte en Hongrie. On pense qu'en Hongrie a fermé complètement ses frontières. C'est pas la question de l'immigration. Oui, je comprends. Moi, je suis pour. Je n'ai aucune xénophobie. Un ingénieur qui vient, un intellectuel syrien persécuté par le régime qui est francophone et qui est francophile.
Comme on le dit en arabe, ahlan ou sahlan, monsieur Brice, qu'il soit le bienvenu. Alors arrêtez de penser que parce que je tiens un discours qui est contraire au vôtre, je stigmatise l'étranger. Ça n'a rien à voir. Ça n'est pas de votre intellectuel syrien dont il a besoin. Donc, vous avez raison. Donc vous dévoyez le droit d'asile pour donner du boulot au boulanger. Non. Je permets ce point de vue rapidement. Le droit d'asile, il doit être respecté. Il doit être respecté à partir du moment où, effectivement, on donne les moyens aux personnes concernées, à nos entreprises, de pouvoir faire de la migration de travail dans de bonnes conditions. Et là, ce n'est pas un dévoiement, c'est une asphyxie. Le dévoiement, c'est vous qui le comportez. Pascal Brice, vous allez pouvoir terminer. Je suis obligé de passer la pub, il est 11h49. Bien, je voudrais terminer. Je remarque que les Ukrainiens ont été très bien accueillis en France, les réfugiés ukrainiens. Bon, c'est juste une petite remarque au passage, Olivier Servat. Elle est importante. Elle est importante. Bien sûr. Il faut qu'on se regarde en face, monsieur Bourdin. Oui. Les Ukrainiens, a priori, ils ont le type standard de l'Européen classique. Attendez. Puis ils sont nos voisins, ils sont aussi nos voisins. Bien sûr, mais j'allais y arriver. Oui. Ils partagent une forme de même culture, etc. Oui. Donc, en réalité, ce dont on parle, c'est la peur aussi de la différence. C'est un racisme latent. De la différence. Je ne parle pas de racisme. Moi, j'accepte qu'il y ait une sorte de crainte de la différence. Et effectivement, lorsque quelqu'un arrive chez soi, il faut qu'il puisse s'adapter aux us et coutumes de là où il arrive. On est d'accord. Maintenant, il faut se dire aussi que l'immigration, c'est séculaire en France. Ça existe depuis des siècles. Et aujourd'hui, la France ne serait pas ce qu'elle est s'il n'y avait pas eu ce phénomène. C'est Édouard Glissant qui le dit, ce poète martiniquais, de créolisation. C'est quoi la créolisation? C'est d'accepter l'autre dans sa richesse, dans sa différence, dans la mesure où celui-ci même nous considère comme faisant un tour dans le monde et où on ne peut pas dérespecter ce dans la mesure où celui qui arrive respecte les lois du pays où il est accueilli. Bien sûr. Donc, une fois qu'on a dit ça, je pense qu'on pourrait simplement tomber d'accord sur le fait que la France a toujours eu besoin d'immigration et qu'elle en aura encore besoin de l'immigration choisie. 1. 2. Qu'il faut que ceux qui arrivent s'adaptent aux règles et aux coutumes du pays. Et 3. Qu'à un moment donné, que lorsque on veut stigmatisé, non pas parce que c'est un étranger, mais parce qu'il est différent apparemment du standard, et bien qu'on le dise et qu'on puisse dépassionner ce débat. Alors, la vérité sur le droit d'asile, c'est votre titre, c'est le titre de votre livre, Philippe Fontana, les réalités d'un système dévoyé, coûteux et militant. Il faut le réformer, le droit d'asile. Est-ce qu'il faut le réformer? Je vous pose la question. Évidemment. Quand j'entends monsieur le député expliquer que les réfugiés ukrainiens ne posent pas de problème. Oui. Pas totalement sur ce que vous voulez dire. Parfois, ça pose problème aussi. Pourquoi il ne pose pas de problème, monsieur le député? Parce qu'on en arrive à la même chose que ce que veut le Danemark et qu'il a appliqué. On sait pertinemment, vous et moi, que le réfugié ukrainien a vocation à revenir dans son pays. Et ça change tout, monsieur le député. Quand vous êtes réfugié pour de multiples raisons. Parce que vous êtes persécuté en fonction de votre race, de vos idées politiques, de votre orientation, d'accord? Mais ce qui se passe en Ukraine a vocation à se terminer. Donc les réfugiés ukrainiens, c'est pour quelques mois, quelques années, ils reviendront chez eux. Les réfugiés qui nous imposent, la plupart, dans leur immense majorité, bien sûr qu'il y aura des mariages, bien sûr qu'il y aura des histoires d'amour, monsieur Bourdin. Oui, tant mieux. Mais les réfugiés que veut nous imposer M. Brice, ça n'a absolument rien à voir. Encore une fois, ce sont des Bangladais, ce sont des Afghans, ce sont des Syriens qui n'ont pas vocation à retourner dans leur pays. Bien. Ils veulent rester en France pour des raisons économiques. Est-ce que le droit d'asile doit être réformé, Pascal Brice? Oui, bien sûr. C'est toute la politique d'immigration qui doit être réformée, ainsi que l'asile, non pas comme le Danemark, puisque le Danemark a tout simplement décidé de ne pas en avoir, parce que visiblement, c'est ce que nous disait très justement le député qui parle. Je rappelle que le Danemark a plus d'étrangers que la France en fonction du nombre d'habitants. Je voudrais le préciser et le rappeler. Mais le Danemark est passé d'une sorte d'extrême à l'autre. Oui. Et c'est ce que je voudrais éviter à notre pays. C'est-à-dire qu'il y a eu un temps où le Danemark nous disait « Ouh là là, la laïcité, c'est l'horreur, oui, c'est vrai. Tout le monde peut faire ce qu'il veut, la charia, c'est finalement pas un problème. » Et puis maintenant, plus un seul étranger. J'aimerais bien que notre pays s'évite
de passer de l'un à l'autre. Et c'est tout à fait possible, avec l'approche qu'a le député qu'il vient de nous décrire, en se disant tout simplement que oui, dans ce pays, il y a des inquiétudes qui existent je ne parle pas des instrumentalisations, il y a des inquiétudes qui existent parce qu'il y a des difficultés sociales, il y a des difficultés culturelles, il y a des interrogations sur l'islam, sur ce qu'il est aujourd'hui, sur sa place dans notre pays. Donc ces interrogations existent, et dès lors que l'on est dans une politique migratoire et d'asile qui respecte des valeurs fondamentales d'accueil, organisée, maîtrisée, personne à la rue, pris en charge, accès au travail quand c'est possible, et Dieu sait s'il y a des possibilités dans ce pays. Et quand c'est oui, et on intègre les gens comme il faut, y compris quand dans le respect qu'ils doivent avoir de nos lois et de nos principes. C'est pour ça que moi je ne suis pas du tout, au contraire, contre l'expulsion des délinquants étrangers. Oui. Ce que fait le Danemark, d'ailleurs. Oui, mais le Danemark, lui, il n'en prend plus un seul. Alors après en avoir pris... Vous voyez, soyons français. Bon, soyons français, et donc mettons en place cette politique d'immigration qui est celle qui correspond à ce que nous sommes et aux besoins de ce pays. Merci messieurs, merci d'être venus nous voir. Je rappelle, Philippe Fontana, le titre de votre livre, La vérité sur le droit d'asile, aux éditions de l'Observatoire, les réalités d'un système dévoyé, coûteux et militant. Merci Olivier Servat. Merci à vous. Et merci Pascal Brice d'être venus nous voir tous les trois. C'est passionnant. On aura l'occasion évidemment de reprendre les débats autour de l'immigration. En attendant toujours ce fameux projet de loi. On va passer des retraites, donc on est bloqué. Vous êtes bloqué, vous, député. Voteriez la première ébauche du projet de loi, vous l'auriez voté? Oui. Vous l'auriez voté? Bien sûr. Gros pliote. Oui. Mais c'est intéressant, ça. Absolument. Il y a une majorité, donc, pour le gouvernement qui a peur de ne jamais avoir de majorité à l'Assemblée. On ne peut pas parler tant qu'on n'a pas géré le premier des retraites. Rendez-vous le 8 juin. Rendez-vous le... c'est le 8 juin. C'est le 8 juin, c'est votre proposition de loi. Vous connaissiez avant? Pour abroger. Vous étiez déjà parlé avant? Non, du tout. Ah bon, d'accord. Je connaissais M. Brice par ses écrits. Bien, merci à vous tous. 11h58. Vous êtes sur Sud Radio, c'est la magie. Allez, merci, à tout de suite.